Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de H2O. Aujourd'hui, en compagnie de mes invités, je vais vous présenter un astre particulièrement important et autour duquel la Terre tourne depuis déjà fort longtemps. Je veux bien sûr parler du Soleil. Bonjour messieurs, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Thierry Dudoc de Witt, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de physique et chimie de l'environnement, le LPCE, Unité Mixte, Université CNRS. Ça, oui. Et Bertrand Flouret, vous êtes chargé de communication à l'Observatoire de Paris, plus spécialement à l'Observatoire au Centre de radioastronomie de Nancy dans le Cher, et vous êtes là pour nous parler du Soleil. Vous êtes guetteur du Soleil, un titre prestigieux. Car c'est vrai que les astres qui peuplent notre ciel ont de tout temps suscité des controverses sur leur composition, sur leur vie, sur leur mort, et puis sur la place même qu'ils occupent dans le cosmos. Alors, c'est quand même bien grâce à son apport de chaleur et de lumière que la vie est possible sur Terre. De telles conditions permettent la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Le rayonnement du Soleil est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologiques observés sur notre planète. En 500 avant Jésus-Christ, Anaxagore de Clazomène fut un des premiers occidentaux à proposer une théorie scientifique sur le Soleil, avançant qu'il s'agissait d'une masse incandescente plus grande que le Péloponnèse. En cela, il ne s'était guère trompé. Au IIIe siècle avant notre ère, Ératosthène est sans doute le premier à avoir estimé avec précision la distance Terre-Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Et au XVIIe siècle, Galilée inaugure l'observation des taches solaires au moyen d'un télescope. On découvre ensuite que le Soleil est à la périphérie d'une galaxie constituée d'environ 200 milliards d'étoiles, la Voie lactée. Dès le milieu du XXe siècle, de nombreuses missions d'exploration ont permis de mieux comprendre la composition du Soleil et notamment de nous éclairer sur les relations tumultueuses qu'il entretient avec la Terre. Thierry Dudoc de Witt, alors comment le Soleil brille-t-il et comment chauffe-t-il la Terre ? Imaginons qu'on puisse aller un jour sur le Soleil. Il y a quelques temps, j'en parlais avec des enfants. Qu'est-ce qu'on verrait ? Eh bien, on serait peut-être assez déçus parce que le Soleil n'est rien d'autre qu'un nuage. On ne pourrait pas vraiment marcher dessus comme on marche sur une planète. Par contre, ce nuage serait très chaud puisque la surface du Soleil est à peu près à 6000 degrés. Et plus on rentre à l'intérieur, plus il devient chaud, jusqu'à environ 15 millions de degrés avec une très forte pression à l'intérieur. Et alors, le Soleil, il est principalement constitué d'un gaz, l'hydrogène, qu'on trouve aussi en faible quantité sur Terre, dans l'atmosphère. Et ce sont des réactions nucléaires, thermonucléaires plus exactement, de ce gaz, qui vont libérer d'énormes quantités d'énergie. Et c'est ça qui fait du Soleil une source d'énergie absolument prodigieuse. Ouais. Alors Bertrand Flouret, le Soleil est étudié un petit peu sous toutes ses coutures, si je puis dire. Et on va voir des images du radiotélescope de Nancy, le radiohéliographe, puisque vous travaillez là-bas. Et vous allez donc, sur ces images, nous raconter ce que vous y faites et votre gamme d'ondes à laquelle vous étudiez le Soleil. Nous allons voir. Voilà, donc ça c'est le radiohéliographe. Voilà, nous voyons pour le moment le réseau d'antennes, parce que le radiohéliographe est composé de 48 antennes, et nous voyons un alignement d'antennes de 25 antennes qui est placé en nord-sud et qui va recevoir les ondes radio qui sont émises naturellement par le Soleil et qui sont émises de la couronne du Soleil. Ça veut dire que c'est le gaz naturellement entre guillemets ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère qui va envoyer des ondes radio. Ce qui va nous permettre d'étudier cette partie du Soleil que nous voyons sinon que dans des moments bien particuliers que sont les éclipses. Dont on va parler tout à l'heure. Alors on peut aussi observer le Soleil dans le visible, c'est-à-dire à l'œil nu ou avec un télescope, mais rappelons qu'il faut prendre beaucoup de précautions. Tout à fait. Alors, en général, j'évite de dire à l'œil nu, parce qu'il ne faut vraiment pas le regarder à l'œil nu, même avec des lunettes de soleil, ça ne suffit pas. Alors, quand nous regardons le soleil en optique, comme la lumière est très très forte, on met forcément quelque chose qui atténue de 1000 à 100 000 fois la lumière du soleil, donc des filtres, des lunettes spéciales, voire pour les plus bricoleurs, des filtres qui servent à souder à l'arc. Pour les postes à soudure. Alors, parmi les phénomènes étonnants qui sont liés à l'activité solaire, il y a les éclipses. On se souvient tous de l'éclipse de 1999 qui était totale, d'août 99, totale au-dessus de la France sur une bande à peu près de 110 km. Alors, si vous le voulez bien, Bertrand Flouret, on va regarder un montage de photos que vous avez apporté. Voilà, on voit ici l'éclipse de 99.
1999. Alors, c'est la Lune qui passe devant le Soleil, mais comme elle est plus petite, comment se fait-elle qu'elle masque le Soleil ? Eh bien, par un phénomène un peu par hasard, on va dire, on ne sait pas trop pourquoi, on a la chance d'avoir la Lune vue de la Terre qui est 400 fois, qui est aussi grosse que le Soleil vu de la Terre. Donc la Lune est 400 fois à peu près plus petite que le Soleil, et la Lune est 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Donc c'est un effet d'optique. On pourrait dire un peu un effet de perspective. De perspective, plus exactement. Effectivement. Alors, on va voir aussi une autre vidéo que vous nous avez apportée. Voilà, on la voit en ce moment. C'est ce que vous observez, vous, au radiotélescope de Nancy. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Là, c'est une éclipse donc, de Soleil. La particularité, c'est que la Lune, nous observons en radioastronomie, je vous ai dit, l'atmosphère, la couronne du Soleil. Et là, c'est une éclipse totale. Donc la Lune va cacher une partie du Soleil. Mais comme la Lune n'est pas assez grande ou assez proche, elle ne va pas cacher toute l'atmosphère du Soleil. Toute cette partie de la couronne. D'accord. Alors précisons, Thierry Dudoc de Witt, on va voir une photo arrêtée, cette fois-ci, de la couronne solaire. Et vous allez nous expliquer ce qu'est cet halo lumineux autour du Soleil. De quoi est-il composé ? Oui, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Il faut attendre une éclipse pour voir ce halo qu'on appelle la couronne solaire. Et la couronne solaire, c'est un peu au Soleil ce qu'est l'atmosphère pour notre Terre, sauf qu'elle s'étend beaucoup plus loin. Et cette couronne solaire, ce n'est rien d'autre que la matière qui est éjectée du Soleil et qui part dans l'espace. Et on pense que le Soleil perd comme ça en moyenne environ 1 million de tonnes de matière par seconde, ce qui est considérable. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce gaz est extrêmement chaud, beaucoup plus chaud que la surface du Soleil. Et qu'il est très structuré, on y découvre l'importance du champ magnétique solaire. En tout cas, c'est un sujet passionnant, avec énormément de mystères. Beaucoup d'études dessus. Alors, les protubérances que nous allons voir tout de suite en images grâce à une vidéo prêtée par l'Agence spatiale européenne, voilà, les protubérances solaires. Alors ça, c'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est, Bertrand Flouret ? C'est ce qu'on appelle des protubérances, ou des éjections de masse coronale, c'est-à-dire c'est du gaz qui normalement est à la surface à peu près du Soleil et qui, sous l'effet du champ magnétique solaire, va suivre le champ magnétique solaire et va partir dans le milieu, alors déjà dans la couronne, et puis certaines vont s'étendre jusqu'au milieu interplanétaire, jusqu'à la Terre ou autre. Pour atteindre la Terre. Alors ça peut atteindre effectivement la Terre. On va le voir dans une minute. Alors je voudrais qu'on voit maintenant toujours une protubérance et puis une photo avec la comparaison entre la taille de la Terre et puis celle d'une protubérance solaire qui est assez... Voilà, on voit la Terre et la protubérance solaire. C'est assez extraordinaire. Alors, Thierry Dudoc du Witt, vous qui utilisez les observations qui ont été transmises, donc, et qui vous ont été transmises par vos collègues observateurs, vous vous intéressez de près aux relations entre l'activité solaire et puis l'environnement terrestre. Voilà. Alors, en premier, on pense à l'ensoleillement, avant tout. Tout à fait. Alors effectivement, il y a une nouvelle discipline qui est née il y a une dizaine d'années qui s'appelle la météorologie de l'espace, qui consiste à voir comment le Soleil peut influencer notre environnement terrestre. Et il y a une évidence, c'est que le Soleil, c'est notre première source d'énergie. Donc, si la Terre est chauffée, c'est grâce au Soleil. Donc, la première chose à regarder, c'est de voir le Soleil et c'est de comprendre si le Soleil varie en activité, etc. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait des phénomènes là assez intéressants. Mais c'est un domaine relativement récent, donc on progresse par petits pas. Alors, autre manifestation sur la Terre, ce sont les aurores polaires, donc, que nous allons voir du reste à l'image. Et ces aurores polaires, vous allez nous expliquer ce que c'est, comment ça marche, ces espèces de grands drapés. Oui, c'est quelque chose d'absolument magnifique, qui est connu depuis très longtemps. Et en fait, une aurore, comme on la voit ici, ce n'est rien d'autre qu'une signature, qu'une manifestation de quelque chose qui s'est passé au Soleil et qui est venu influencer la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une perturbation qui est partie du Soleil, qui est venue arriver au niveau de la Terre 1 ou 2 jours plus tard, et qui a perturbé notre environnement terrestre. Quand je dis perturbé, c'est que la Terre est entourée d'un champ magnétique qui nous protège en quelque sorte. Et lorsque ce champ magnétique est perturbé, il y a des particules qui vont venir se précipiter dans l'atmosphère terrestre et provoquer cet embryancement, cette illumination qu'on voit, qui est connue depuis longue date, mais dont il aura fallu attendre le 19e, 20e siècle pour vraiment comprendre les mécanismes. Alors au sujet justement de ces perturbations qui peuvent être sur la Terre avec des conséquences importantes, Bertrand Flouret, vous me parliez de l'éruption du 14 juillet 2000 précisément. Donc de quoi il s'agissait ?
Le 14 juillet 2000, on a découvert un type d'éruption un petit peu particulière. Ce sont des éruptions où on va avoir les noyaux des atomes donc, qui vont partir aux 2/3 de la vitesse de la lumière du Soleil. C'est une chose qu'on n'avait jamais observée. Et là, on a compris que le gaz, à ce moment-là, ne mettait plus 2 jours pour arriver, mais plutôt 8 à 10 minutes, on va dire, pour arriver. Que l'on voit à l'écran, du reste, voilà. C'est une éruption. Hein. Alors, c'est l'éruption, le sursaut de la Bastille, comme l'ont baptisé les Américains, puisque c'était le 14 juillet. Et on voit l'observation faite au radiohéliographe. Ouais. Alors, précisément, on imagine que si les éruptions solaires et autres manifestations sont aussi importantes pour la Terre, il y a un réseau de surveillance pour surveiller, j'imagine, le Soleil. Oui, ouais. Tout à fait. Alors, quel est-il et quels sont les développements qu'on peut attendre ? Alors, le réseau de surveillance, j'allais dire, c'est tous les instruments qui observent le Soleil tout au long de l'année pour comment dire, des études, connaître mieux cette étoile. Et donc ces instruments servent à observer, mais ils servent aussi à essayer de faire cette prévision d'activité solaire, de ces éruptions qui sont éventuellement nuisibles, enfin dangereuses pour un certain nombre de choses, gens, comment dire, et surtout d'électronique embarquée à bord des satellites ces satellites sont un petit peu loin de la Terre et de la protection du champ magnétique et qui l'électronique risque d'être abîmée. Donc les satellites qu'on envoie j'allais dire, hors de l'atmosphère, l'objectif c'est de les utiliser et qu'ils fonctionnent mieux. Et puis, comme je pense aux satellites GPS, le but c'est qu'ils donnent la position et qu'ils ne s'arrêtent pas de fonctionner. De prévoir des protections. Alors voilà, c'est difficile, mais de prévoir des protections, donc on essaye de prévoir quand ça va arriver. Alors si vous voulez en savoir plus sur le Soleil ou sur les activités du Centre de radioastronomie de Nançay, 2 adresses internet s'affichent à votre écran, au bas de votre écran, www.obs-nançay.fr pour l'observatoire et base2000.obspm.fr pour l'actualité et l'activité du Soleil. Je voudrais remercier Johanna de l'Agence spatiale européenne pour sa réactivité. Merci messieurs de votre présence sur le plateau. Attention au coup de soleil dans vos différentes activités. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet. En attendant, soyez curieux.